Bien évidemment, c'est le moment du débat. Pour cela, je demande à l'auditoire soit d'activer le micro pour formuler une question ou bien de l'écrire sur le volet conversation à droite de la visioconférence. Donc, on passe directement aux interventions et aux questions. On va prendre un ensemble de 4 à 5 questions avant de donner la parole au conférencier pour y répondre. Oui, première question. CS d'autres, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, alors avec nous, Monsieur Younes Karam, professeur à la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal. À vous la parole, Si Karam. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, premièrement, je me réjouis d'assister à cette conférence, une conférence qui est très enrichissante par la richesse des différentes interventions. Voilà, j'ai écouté Monsieur Gattel, donc, qui nous parle de ce modèle en quelque sorte économique, le capitalisme qui est en crise. Et cela est en lien également avec ce que nous dit le grand auteur français, donc Latour, comme quoi il faut envisager un nouveau modèle. Et sur cette question, je vois que les intervenants sont tous d'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure ma chère collègue, donc Abir Asma, concernant l'intervention de Madame Harib, elle nous a donné beaucoup de recommandations que je vois sont très intéressantes, qui concourent tous vers la construction d'un nouveau modèle en prenant en considération les enjeux donc, du développement durable. Ma question est en rapport avec la notion de la légitimité et qui fait le lien avec cette période de crise pandémique en réconciliant donc l'homme avec la nature. Car la question de la légitimité est consubstantielle de l'ordre social, donc en plus de la conception weberienne de Max Weber, cette légitimité repose certes sur la loi et les règlements. Schuckmann l'a défini comme une impression partagée que les actions donc, des organisations soient désirables et respectent les normes et les règles. Je pense que c'est très compliqué de respecter les trois dimensions de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la dimension économique, sociale et environnementale. Et il est très compliqué donc de réussir cette équation. Pensez-vous en quelque sorte que le contexte actuel de crise permet-il de booster la légitimité des entreprises? Parce que comme vous l'avez signalé tout à l'heure, et ma question donc, est destinée aux intervenants, pas un intervenant donc, spécifiquement, mais ceux qui trouvent des éléments donc, de réponse par rapport à cela. Donc, le contexte actuel, donc, s'il permet donc de booster cette légitimité des entreprises qui œuvrent dans ce secteur et de ce fait donner en quelque sorte le bon sens avec les axes éthiques et de la solidarité et également de la responsabilité sociétale des entreprises, pas seulement comme une stratégie de marketing sans effet direct, ou un effet de mode ou de la poudre aux yeux, mais surtout pour donner de l'importance à la responsabilité sociétale des organisations en général. Cela devient plus que jamais intéressant et important, et cela représente également un coût pour les organisations de ce secteur. Et je rappelle que ce que nous disait Latour, c'est que cette crise, en quelque sorte, c'est vrai, révèle beaucoup d'éléments qui sont intéressants, et cette crise sanitaire cache ce qui n'est pas de l'ordre de la crise, et que peut-être on sortira de cette crise quand on trouvera un traitement, mais on n'en sortira pas d'une deuxième crise qui serait l'explosion de cette grande crise en petite crise en rapport avec la mutation écologique. Et voilà, ma question s'arrête là. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, Monsieur Karam, pour votre question.
Nous avons avec vous aussi Madame Awatef El Aissaoui, professeure à la faculté polydisciplinaire de Benimlal. Madame Aissaoui. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Asdod. Bonjour à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier tous les conférenciers pour leur remarquable intervention. Merci à Monsieur le ministre, Monsieur Gattel, Madame la directrice Alib, Monsieur Mekawi et Monsieur El Haji. Donc, j'adresse ma question à Monsieur le ministre Gattel, à Monsieur Gattel. Donc, ces dernières années, le développement de mécanismes divers d'investissement privé, de financement des entreprises sociales peut comporter certains risques, dans la mesure où elle repose davantage sur les besoins des investisseurs privés que sur les réalités en termes sociétals et privilégie les objectifs quantitatifs au détriment des objectifs qualitatifs. Or, la raison première d'être des entreprises sociales repose sur la dimension qualitative des activités qu'elles mènent. Donc, ma question, comment pourrait-on concilier entre l'expertise de l'entrepreneuriat social fondée sur les principes capitalistes et les objectifs de l'économie sociale et solidaire qui sont deux courants qui peuvent se compléter et se renforcer, permettant ainsi à l'entrepreneuriat social de constituer une porte d'entrée vers l'économie sociale. Merci. Merci Madame Awatef El Aissaoui pour votre question. Donc on Merci. prend une troisième question. Oui. Comment on fait pour écrire en fait? Bon, sinon je peux la dire. Oui, Madame, vous pouvez formuler soit oralement Je vais bien. déjà me présenter. Oui, je suis Madame Roudiès Wafa Guedira. Je suis professeure d'économie à l'École nationale supérieure d'administration à Rabat et présidente d'une association qui s'appelle Nebta Maroc et qui travaille justement sur l'entrepreneuriat social. Alors, je voulais d'abord remercier tous les intervenants et les organisateurs de ce webinaire et je suis très contente d'y avoir participé. Je veux poser une question à l'ensemble en fait des participants et notamment à mon ami Jean Gattel et Madame Fatima Arif, mais aussi à Monsieur Younes au Burkina Faso. Nous savons tous aujourd'hui on a tous parlé d'une nouvelle approche de la gestion du social et qu'il s'agit en fait de revoir le mode de gestion de notre pays, en particulier bien sûr dans le domaine social, en rupture avec tout le mode de gouvernance actuel. Sachant que quand on fait une réflexion, le domaine du social est difficile parce que les résultats des investissements se révèlent sur la durée, alors que les besoins et les attentes sont pressantes, surtout aujourd'hui, vu le contexte de la pandémie. Donc, l'approche doit être globale et non pas, elle doit être centrée sur l'humain, comme a dit Jean Gattel tout à l'heure. Ma question, c'est de savoir, est-ce que nous devons en fait imaginer cette gestion, cette nouvelle approche de manière participative ou bien est-ce que, comme c'est le cas, nous le savons au Maroc, il y a une réflexion qui est menée jusqu'à présent par rapport au nouveau modèle de développement, est-ce qu'il faut donc attendre que ça vienne d'en haut ou profiter de cette crise, donc de cette pandémie, pour justement multiplier les rencontres, même si c'est par Internet, pour discuter du moyen donc de mettre en place cette gestion ou cette nouvelle gestion du social. Merci. Merci, chère Madame, pour votre question. Donc, nous avons avec nous aussi donc Monsieur Oudgou Mohamed et Monsieur Yousfi Hicham. Donc, Monsieur Oudgou est un professeur à l'École nationale de commerce et de gestion de Benimlal. Monsieur Oudgou, à vous la parole. Oui, Monsieur Asdoud, merci. Avant de commencer, je tiens à remercier mes chers collègues d'avoir organisé cette conférence et je tiens également à remercier les conférenciers pour leur intervention enrichissante. Alors, je m'attaque au sujet donc, du côté social de l'événement. En fait, la lutte contre la pauvreté et la précarité est au cœur du discours politique marocain depuis le début des années 2000, suite notamment à l'aggravation des inégalités provoquées par une phase de croissance tirée par les investissements.
dans les infrastructures et par la densification du tissu urbain. Donc, l'ère où on a privilégié le Conti sur le Cali. En fait, la trajectoire sociale du Maroc est marquée par la mise en place progressive de plusieurs mesures sociales. Alors, en fait, dans le cadre dont la cadence s'est accentuée donc, ces dernières années, ces programmes qui ont été mis en place pour la plupart visent plusieurs domaines, tels que la lutte contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion sociale, notamment à travers la réalisation des projets d'investissement en faveur des populations vivant dans des régions qui sont diminuées. Cependant, les réalisations, bien sûr, sont nombreuses, positives, mais le chemin reste encore long pour éradiquer la pauvreté et réduire les vulnérabilités, les écarts entre les différentes classes de la population. Ces efforts considérables n'ont pas produit pleinement les effets escomptés. Alors, parce qu'ils sont trop nombreux, M. Alaoui a cité plusieurs, l'initiative nationale du développement humain, l'entraide nationale, l'ADAS, les associations, etc., etc. Alors, donc, parce que donc sont très nombreux, mal ciblés, éparpillés, manque de cohérence, de convergence et aussi de synergie. Alors, donc ma question, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est souhaitable de centraliser ces actions au sein des organismes par domaine d'action sociale et dans un cadre unifié et homogène selon des méthodes de ciblage scientifiques? Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième question, alors, quel est le rôle de la recherche scientifique en sciences économiques et gestion post-Covid? Donc, c'est-à-dire, je veux dire, l'orientation de la recherche scientifique. Est-ce qu'on va continuer à travailler sur des sujets doctoraux et des articles et des travaux scientifiques qui ne répondent pas à des problématiques concrètes? Et merci, c'est Azboud. Merci, Monsieur Odgou, pour votre question. Donc, je passe directement à Monsieur Ilius Hicham. Oui, merci. Merci, cher collègue Si Mohamed. Donc, pour ma part aussi, donc, pour ne pas retenir beaucoup, en fait, nos chers intervenants, donc, je voudrais tout d'abord, en fait, le remercier pour leurs interventions. Je voudrais aussi remercier, en fait, le comité d'organisation, donc, le laboratoire et, en fait, les participants. En fait, j'ai une question qui est ciblée, en fait, qui concerne, en fait, la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, parce que cette stratégie, en fait, elle va durer 10 ans, de 2018 à 2028. Et en fait, je voudrais savoir où on est par rapport à cette stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire. Et merci, Si Mohamed. Merci, Monsieur Hicham. Alors, nous avons encore une dernière question sollicitée par Mouna El Moussadir, professeur à l'EST de Khenifra. À vous la parole, mademoiselle Mouna. Merci, monsieur Azdoud. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement pour le choix pertinent de la thématique à discuter durant cette période critique. Je voudrais remercier également les différents intervenants pour l'échange fructueux. Et sans tarder, bien sûr, ma question est surtout pratique. Ma question est en relation plutôt avec les secteurs des coopératives agricoles au Maroc qui ont été affectées par les retombées négatives de la crise sanitaire sur leur activité, puisque la plupart de ces coopératives, comme vous savez, attendent les manifestations telles que les salons internationaux, les foires pour vendre et présenter leurs produits. Donc, à votre avis, c'est une question pour tous les intervenants, quelles seront les politiques innovantes et pratiques dans ces circonstances qu'on peut mettre en œuvre pour la survie de ces regroupements? Et merci, monsieur Azdoud. Merci, donc, mademoiselle Mouna. Donc, on va se contenter de ces questions à présent. Oui. Une dernière question, allez-y. Oui. Ok. C'est Hassan Mouhdash de l'UST Khenifra. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs ainsi que les honorables conférenciers. Ma question, elle est un peu brève. Donc, je me pose la question,
quel est l'avenir de l'économie sociale et solidaire face aux démarches néolibérales dévastatrices dont la crise Covid a démontré bien sûr les limites. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour un peu relégitimer ou bien légitimer l'économie solidaire face à l'échec de l'économie libérale, bien néolibérale? Merci. Merci, Monsieur Hassan, pour votre question. Donc, faute de temps, on va se contenter de ces questions. Donc, je remercie donc tous les intervenants pour les questions. Sans trop tarder, je donne la parole aux intervenants, aux conférenciers, selon l'ordre de passage initial, pour y apporter des éléments de réponse. Monsieur Gattel, à vous la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais essayer de répondre à tout ce qui a été dit parce que le débat a été extrêmement riche. Alors, tout d'abord, quelques petits problèmes anecdotiques. Moi, j'ai une page Facebook consacrée essentiellement à l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'invite tous les gens qui ont été intéressés par ces problèmes à venir la consulter régulièrement. Hein. C'est Jean Gattel, consultant ESS, et vous y trouverez éventuellement des renseignements sur ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire, non seulement en France, non seulement au Maghreb où je travaille beaucoup, mais en particulier au Maroc, mais également dans le monde entier, et je pense que ça peut être une source d'intérêt pour vous. Deuxièmement, je voulais dire à quel point j'ai été intéressé par le discours de Madame Fatima Harib qui rejoint le mien. Nous avons une convergence des analyses qui est tout à fait rassurante et assez enthousiasmante. Troisième point également, un petit peu en préalable à ma réponse, je pense qu'effectivement rien ne serait plus terrible que si on repartait à l'identique. Et si on succombait, ce que je crains malheureusement, hein, à une espèce de sirène du retour en arrière, du redémarrage de la croissance, voilà, la croissance, le dogme qui devrait réparer tous les problèmes. Et non, c'est pas le dogme qui répare tous les problèmes. La croissance, précisément, c'est la grande créatrice des problèmes dans lesquels nous sommes à l'heure actuelle, parce que le quantitatif, le toujours plus, il ne résout pas le problème de la condition humaine, il ne résout pas le problème de la misère. Au contraire, hein, nous sortons de toute une série, de plusieurs décennies de croissance accélérée qui finalement n'ont fait que aggraver les inégalités à l'intérieur de l'humanité, entre les pays riches, les pays pauvres, à l'intérieur des pays riches, entre les riches et les pauvres, à l'intérieur des pays pauvres, entre les pauvres et les plus pauvres. Bref, c'est vraiment pas ce dogme libéral de la croissance à tout prix dans lequel il faut repartir, sinon ce serait la catastrophe. Et de toute façon, si on repart avec une croissance telle qu'elle était conçue, on va à la catastrophe, en particulier la catastrophe climatique, hein, qui est là avec la montée des eaux, avec les dérèglements climatiques. Alors, quelques éléments de réponse très rapides, parce qu'il faudrait effectivement passer plusieurs heures là-dessus. Moi, je crois qu'il faut prendre le problème de la sortie de la pandémie. Et je voudrais également indiquer que je suis en train de participer à un bouquin qui est un bouquin collectif qui va sortir en France et qui s'appelle « Ce que nous dit la crise du coronavirus » et auquel j'ai participé. Bon, bref, je vous y renvoie si ça vous dit. Je pense qu'il faut prendre le problème par deux bouts. D'abord sur le plan micro, sur le plan local, il faut que tous ensemble nous réinventions des formes d'entreprendre qui soient une autre forme d'entreprendre que celle que l'on a connue jusqu'à présent. Il faut entreprendre dans la solidarité, il faut entreprendre dans la démocratie et il faut entreprendre dans le respect de l'environnement. Et c'est là où je dis qu'il faut absolument mettre en exergue le modèle coopératif, le modèle associatif, le modèle des entrepreneurs sociaux et également ces entreprises qui acceptent de mettre en priorité le RSE. Hein. Je crois qu'il y a là vraiment du travail à faire. Mais travailler dans le local, dans le territorial, ça ne sera pas suffisant. L'ampleur de la crise est telle qu'il faut également que les États retrouvent des rôles, hein, des rôles de régulateurs de l'activité économique.
Et ces rôles, je vais très rapidement essayer de les définir en 6 points. Tout d'abord, je crois qu'il faut vraiment que l'ensemble des États se lancent dans des politiques de redistribution des revenus qui soient extrêmement ambitieuses. Il n'est pas possible que les fortunes, que les patrimoines soient concentrés entre si peu de mains et que la majorité de la population ait des difficultés à répondre à ses besoins les plus élémentaires, y compris sur le plan alimentaire. Même dans un pays comme la France, on voit à l'heure actuelle des files d'attente pour la distribution de biens alimentaires de base. On voit des gens qui sont en train véritablement de tomber dans une misère que nous n'avions pas connue en France depuis pratiquement un siècle. Donc il faut faire un énorme travail de redistribution par la fiscalité et par l'accès aux services publics. Je crois que l'une des priorités absolues, mais vraiment absolues, c'est de redonner leur légitimité aux services publics. Alors les services publics hospitaliers, bien sûr, on en voit l'importance à l'heure actuelle, les services publics de l'éducation, les services publics, l'ensemble des services publics, parce qu'ils sont un moyen de redistribution à l'intérieur de la société. Il faut également repenser les politiques du social, en y consacrant d'abord vraisemblablement beaucoup plus d'argent, et en établissant également ce que Madame Harib a suggéré et qui fait débat en France depuis la dernière campagne présidentielle, repris d'ailleurs par Thomas Piketty et d'autres, et Benoît Hamon, qui a été ministre de l'économie sociale, qui est la création d'un minimum de vie garanti à tout le monde. Nous sommes dans des sociétés maintenant qui sont suffisamment riches pour pouvoir permettre à tout le monde de vivre décemment. C'est un problème de partage, c'est un problème de redistribution, parce que les richesses, elles existent. Malheureusement, elles sont captées entre quelques mains. Il faut également que les États lancent des programmes extrêmement ambitieux dans le domaine du développement durable et de la protection de l'environnement, que ça aille de la réhabilitation des logements, au développement des transports collectifs, au problème de l'économie verte, au problème de la transition écologique, au problème de la résorption, la création de nouvelles sources d'énergie. Je crois que tout ça est extrêmement important. Enfin, pour terminer, je pense que cette crise nous a appris une chose, c'est que dans une société qui finalement glissait vers le chacun pour soi, vers l'individualisme forcené, eh bien rien n'est plus fort pour résister dans des périodes de crise que les valeurs collectives, que les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide, les valeurs de se retrouver ensemble, et puis également les valeurs de citoyenneté et de responsabilité. Voilà, alors je sais que c'est des discours qui sont un petit peu des discours pieux, mais je crois que ce sont vraiment ces discours-là qu'il faut tenir à la sortie de cette pandémie, de tirer toutes les conclusions de cette pandémie et faire en sorte que l'on évite d'autres catastrophes, et en particulier, moi je suis terrorisé par le risque de la catastrophe climatique qui risque d'être absolument terrible s'il y a un réchauffement du climat de quelques degrés d'ici la fin du siècle. Ce sera absolument infernal de continuer à pouvoir vivre sur notre terre. Voilà, merci à tous. Et merci en tout cas à l'équipe qui a si bien organisé et à tous les responsables de l'université. Merci, j'étais très heureux. Et je reviendrai pour vous présenter mon bouquin. D'accord, merci Monsieur Gattel. C'est un grand plaisir, Monsieur Gattel. C'est à nous de vous remercier, cher monsieur. Alors, je passe rapidement à Monsieur El Hajri pour apporter des éléments de réponse de manière diagonale. C'est El Hajri, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Je vais répondre plutôt par rapport à la question de l'approche participative de l'économie sociale et solidaire. Oui, effectivement, quand on parle d'un modèle du secteur économie sociale et solidaire, il ne pourra pas se développer sans une approche qui est participative, intégrant l'ensemble des acteurs, donc le public, le privé, la société civile et les autres acteurs. Et nous proposons qu'il faut commencer par l'élaboration des modèles spécifiques, un modèle qui est local, un modèle régional, un modèle national et provincial, dans le cadre d'un dispositif global d'intelligence économique.
C'est-à-dire, il faut commencer d'abord par la détermination des spécificités liées à chaque région, liées à chaque partie, liées à chaque pays, liées à chaque continent. Puis par la suite, déterminer les besoins de chaque secteur, l'état des lieux, les besoins et puis les problématiques. Et puis par la suite, on intègre tous ces éléments dans le cadre d'un dispositif d'intelligence économique qui sera organisé sous forme de 3 facettes. La première, c'est la facette de la veille, donc qui va constituer une base de données sans cesse réactualisée. La deuxième étape, c'est par rapport à la protection du patrimoine immatériel. Et la troisième facette, c'est par rapport à l'influence via les pratiques de lobbying qui va donc chapeauter donc cette approche qui est participative. Donc, je laisse peut-être les autres intervenants pour traiter les autres volets. Merci beaucoup. Merci, Monsieur El Hajri, pour vos éléments de réponse. Je passe directement à Monsieur El Alaoui Younes. Monsieur Younes. Alors, merci en fait pour les interventions concernant en fait cette thématique. Je vais essayer de répondre d'une manière transversale sur 3 points essentiels. Donc, l'un des intervenants a parlé de la réconciliation entre la croissance économique et la protection de l'environnement. Certes, c'est pas évident en fait. Déjà, les richesses, ils sont là pour qu'on arrive à les consommer, à les utiliser, mais il faut juste les utiliser d'une manière rationnelle et d'une manière respectueuse. Donc, la combinaison, donc c'est pas évident en fait de mettre en concubinage exploitation économique, protection de l'environnement et respect et en fait et égalité, mais en fait il y a des solutions qui permettent en fait d'atteindre et de résoudre cette équation difficile. Je vous donne quelques exemples. C'est les énergies renouvelables par exemple. Donc le Maroc, je donne l'exemple du Maroc. Au Maroc en fait la facture pétrolière en fait il pénalise notre budget, notre balance commerciale. Mais on peut, par exemple, en développement, donc le Maroc, c'est vrai, il s'est lancé dans un programme ambitieux d'assurer une énergie renouvelable afin de répondre à ses besoins énergétiques. Maintenant, on a un taux de couverture de 20%, mais il faut en fait augmenter ce taux. Ça va nous permettre d'une part d'éviter une hémorragie des devises qui pénalise en fait la balance commerciale. Il nous va permettre aussi de protéger l'environnement. Donc cette combinaison, c'est pas toujours difficile. C'est le cas aussi en fait de la digitalisation. Donc maintenant on fait des séminaires, des webinaires. On peut travailler à distance, donc on ne consomme pas beaucoup de papier, donc même dans le téléworking, donc on travaille seulement avec le digital, avec des outils numériques. Ça nous permet d'être plus efficace et d'être plus respectueux en fait à l'environnement. Donc il y a quelques éléments, des solutions qu'il faut. Donc certes, on est dans une période de crise, mais c'est une occasion aussi pour faire, ça pourrait être en fait un point d'inflexion pour trouver des solutions innovantes et novatrices afin de Je parlais aussi donc il y a une question de M. Outrou, donc il a parlé de la synergie, du manque de synergie de convergence. Je suis tout à fait d'accord. On a en fait une myriade de politiques et d'acteurs institutionnels qui travaillent sur les questions sociales et économiques. Donc, par exemple, pour les coopératives et le tissu associatif, donc il y a l'ADS, il y a l'IDH, il y a le programme Maroc Vert, il y a aussi les agences de développement oriental du Nord et du Sud. Donc, il y a en fait une myriade, un arsenal institutionnel, l'autre aussi, qui travaille sur la thématique, sur le secteur coopératif et associatif. Pourtant, il y a un grand manque de synergie et de coordination. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il faut en fait revoir ces politiques et pourquoi pas en fait les combiner au sein des acteurs institutionnels avec un nombre réduit. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Il a parlé aussi du ciblage scientifique. Donc là, je peux parler que de l'IDH. Donc l'IDH dans la première et la deuxième phase, donc le ciblage, qu'il soit catégoriel ou spatial, donc il s'est basé sur des données scientifiques, des données en fait pratiques du HCP, le Haut Commissariat au Plan. Donc, par exemple, pour le ciblage des communes et des quartiers, il s'est basé sur un taux de pauvreté de 14% comme seuil.
Donc, les communes et les quartiers dont le taux dépasse 14%, ils ont été ciblés dans le programme 1 et 2 de l'IDH, dans la phase 1 et 2. Et il y a aussi une question concernant le rôle de l'université dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Certes, en fait, l'université et les centres de recherche, ils ont en fait une grande obligation de travailler sur ça, non seulement sur le volet théorique, c'est très important en fait de développer en fait des modèles théoriques doivent suivre, mais on sait, par exemple, je donne des exemples, il y a plusieurs universités, et, par exemple à Marrakech et même à Tanger ou à Meknès, donc les centres de recherche, la faculté des sciences qui peut aider les producteurs en fait à développer les modes de production, comment éviter les maladies, pourquoi pas par exemple les ENCG et les écoles de commerce n'envoient pas en fait des étudiants pour faire des stages au sein des coopératives afin de les aider à développer des plateformes numériques et de développer leurs capacités managériales et commerciales. Donc, à mon avis, il faut orienter les stages et la recherche scientifique vers la pratique, vers l'action. Donc, on a besoin maintenant d'une recherche scientifique orientée vers l'action. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, c'est le rôle de l'université. Je suis tout à fait d'accord avec M. Outkou. Donc, il faut aller dans ce sens. Concernant la question de Madame Mouna, c'est relative en fait aux coopératives face au Covid-19. Donc, c'est vrai. Donc, actuellement, les coopératives, ils passent par des moments très, très difficiles. Donc, moi aussi, je pose des questions. Par exemple, donc, les autres unités de production. Donc, là, je parle des sociétés. Donc, ils ont bénéficié d'un arsenal de mesures afin d'atténuer les impacts de cette pandémie, à savoir le fonds de soutien et aussi, en fait, la déclaration des sociétés qui sont partiellement ou totalement arrêtées. Par contre, donc, paradoxalement, donc même les auto-entrepreneurs, ils ont bénéficié du programme en fait d'Aman Oxygène s'ils ont des problèmes de fonds de roulement, s'ils n'arrivent pas à payer des dettes ou même s'ils n'arrivent pas à payer en fait leurs factures auprès des fournisseurs. Seules les coopératives, donc là je pose une grande point d'interrogation. Pourquoi pas ils ne vont pas bénéficier en fait de ce type de programme à savoir le programme d'Aman Oxygène qui permet d'alimenter en fait la caisse et de donner plus de flexibilité financière à ces unités de production. Pour les foires, donc il a posé une question de foire, donc je suis tout à fait d'accord. Donc la majorité des coopératives, donc ils avaient des petites sommes, en fait, ils ont investi ces sommes dans la préparation des productions en attendant les foires. Les foires n'arrivent pas. À mon avis, il faut dépasser en fait cette logique. Donc, il ne faut pas attendre des foires qui arrivent de temps en temps, organisées soit par les conseils régionaux ou par le département chargé de l'ESS. À mon avis, il faut passer déjà en fait à des foires permanentes. Donc, au niveau de Casablanca, par exemple, à l'Oasis, il y a une foire permanente. En fait, permanente concernant les produits de l'économie sociale et solidaire, notamment les produits de terroir. Donc, à mon avis, il faut généraliser ces bonnes pratiques dans le reste des régions et même au niveau des provinces et des communes. À mon avis, il faut, parce que beaucoup de personnes, donc beaucoup de gens, ils souhaitent en fait acheter des produits solidaires, des produits en fait qui émanent des coopératives, mais ils trouvent beaucoup de problèmes. Donc, même sur le e-commerce, donc les solutions ne sont pas assez développées. J'aimerais bien que cette période de la pandémie sera une occasion pour ces coopératives de développer le e-commerce, en fait, et de développer la vente à distance. Je crois que c'est tout. Alors, pourquoi il y a aussi toujours dans le cadre de cette pandémie, il y a en fait, Madame Mouna parlait des solutions novatrices et innovantes. La capacité en fait de résistance ou la résilience des coopératives, c'est pas évidente en fait, parce que j'ai donné plusieurs limites et contraintes en fait qui freinent en fait la compétitivité de ces unités productives.
Par contre, on trouve en fait des success stories. Par exemple, il y a des coopératives qui se sont converties. Maintenant, ils sont en train de produire des masques. Ils exportent. Donc, c'est une bonne chose. Donc, il faut avoir ce sens d'adaptabilité, le sens de résilience afin de dépasser les obstacles et surmonter en fait les contraintes actuelles. Mais le rôle de l'État reste aussi très important, donc l'État doit en fait réagir dans ce sens afin d'atténuer les impacts et les effets de cette pandémie sur les composantes de l'économie sociale et solidaire. Parce que là, je parlais en fait des coopératives, il ne faut pas oublier les associations. Beaucoup d'associations maintenant, ils sont en train de distribuer des paniers alimentaires, des masques, ils jouent un rôle prépondérant dans cette crise. Donc, beaucoup d'associations, ils ont en fait des salariés permanents. Donc, il faut penser à cette catégorie et aider en fait ces associations à jouer pleinement leur rôle assigné. Merci. Merci à vous, Monsieur Younes, pour les réponses que vous avez fournies. Donc, sans trop tarder, je passe directement la parole à Madame Harib. À vous la parole, chère Madame. Merci beaucoup, Oustad Azdoud. Donc, je pense que l'essentiel a été dit par mes collègues. Surtout, une bonne partie de mes réponses ont été relatées, très bien exposées par M. Gattel et M. Alaoui, aussi Saïmed. Mais moi, ce que je trouvais, c'est que les questions elles sont fort pertinentes. Vraiment, on doit se féliciter de cette partie de débat parce que déjà l'intervention du professeur Younes Karam, ce n'est pas une question, c'est une intervention en soi parce que vraiment, il pose une autre problématique par rapport à la RSE, parce que pour moi, c'est un sujet qui découle de toute ma réflexion qui était macro. Donc, quand on dit RSE, je définis tout simplement, c'est la déclinaison microéconomique du développement durable. Donc, la réflexion qu'on a menée au niveau macro, on peut parfaitement la décliner au niveau de l'entreprise. Les entreprises ont intérêt à instaurer, à développer une stratégie de responsabilité sociale. Parce que c'est là, la crise, comme je disais, est révélatrice des enjeux de développement durable au niveau macro. Elle est révélatrice des enjeux de la responsabilité sociale au niveau micro. Et ça, c'est important. On est au bout de la recherche, puisque c'est un autre point. Parmi les sujets de recherche que j'aimerais vraiment lancer avec mes doctorants, les prochains, et même avec les masterants aussi, c'est voir comment les entreprises qui sont labellisées RSE ont été impactées par la pandémie comparées avec les entreprises qui n'étaient pas dans cette démarche, pour voir la différence. Et j'aimerais bien qu'on mène cette thématique, puisque je vois dans le public plusieurs professeurs avec nous, on mène cette recherche au niveau national pour montrer quels sont les enjeux et pour montrer l'importance de la RSE dans ces moments de crise. Bien sûr, l'intervention de M. Karam, il est fort pertinent du moment où il pose la question du contexte et est-ce qu'on est capable vraiment, est-ce que la question cruciale et primordiale, est-ce que ces entreprises, et je me réfère au cas du Maroc, où le TC économique est composé essentiellement par des petites et moyennes entreprises qui sont montrées vulnérables, et si on se réfère aux statistiques du Haut Commissariat au Plan, on voit qu'une bonne partie, ce n'est pas la plus grande, mais une bonne partie des entreprises vont disparaître. D'autres vont souffrir à court, à moyen terme. Et donc, la RSE, c'est une manière de se protéger aussi, de réduire ce risque et les effets négatifs de toute crise. Mais je pense que là aussi, le débat est très, très ouvert. Ensuite, la question de la démarche, la question de l'approche. Et il y a un axe primordial quand on parle de développement durable, quand on parle de la promotion de l'économie sociale, etc., c'est l'axe gouvernance. Donc, les principes d'une bonne gouvernance et les principes d'une bonne approche sont les mêmes. Donc, on ne peut pas se revenir à un système qui était qualifié de mauvais
en termes de gouvernance. Donc, pour la relance, il faut se référer à ces principes. Il y a une question qui a été posée par rapport sur la question de la pauvreté et je suis tout à fait d'accord. La question est pertinente parce que, et je pense qu'au niveau de la troisième phase de l'NDH au Maroc, on fait attention à cette remarque. C'est la multiplicité d'acteurs, la multiplicité des actions. Quand finalement, on est amené, je pense que c'est dans leur agenda, de formuler une stratégie intégrée, commune, pour vraiment résoudre ce problème de pauvreté qui est d'une grande importance dans le contexte marocain. Je laisse la question, je réplique rapidement par rapport aux coopérations agricoles. Les coopératives agricoles, ils ne sont pas uniquement impactés par la pandémie. Il faut savoir qu'ils sont déjà impactés par la sécheresse. L'année 2020, il est déjà déclaré une année de sécheresse. Et même, donc, il y a l'importance des données climatiques, les données environnementales, ils sont aussi primordiales à prendre en compte si on est amené à faire une véritable analyse des impacts et des plans de relance, etc. La dernière question que je trouve aussi pertinente, par laquelle je vais terminer mon intervention, c'est l'importance de la recherche scientifique. Nous sommes chercheurs et nous avons vu qu'on peut mobiliser des ressources pour vraiment promouvoir une recherche scientifique sociétale. Ça veut dire une recherche qui se penche sur les problématiques sociétales. Et la pandémie, la crise sanitaire représentait un exemple. Donc, dorénavant, en tant que chercheur, en tant qu'université, en tant que ministère même chargé de la recherche scientifique, il faut encourager, orienter la recherche scientifique sur ce qui est utile, pourrait être utile à la société. C'est pour ça que j'appelle ça vers les thématiques sociétales. Mais il y a la problématique du système, le modèle de gouvernance de la recherche scientifique au Maroc. Il y a le problème de financement dans un pays où on a environ 0,6 ou 0,7% de PIB. Il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut revoir, qu'il faut discuter vraiment pour aider la recherche scientifique et réorienter la recherche scientifique. Maintenant, on voit clairement que les trois secteurs primordiaux en termes d'appui, pour moi, et ça a été, c'est pas uniquement à titre personnel ou à un avis, ça c'est partagé par l'ensemble, même les décideurs, c'est la santé, l'éducation, l'enseignement, la recherche scientifique. On a vu, surtout dans le domaine médical, c'est là où il faut investir. Et on a fait beaucoup de choses au niveau international, au niveau de la recherche scientifique, et même on a recherche scientifique au niveau médical et au niveau sur l'axe santé. Et on a vu qu'il y a d'énormes difficultés. Et jusqu'à maintenant, on trouve que même ces recherches, ces résultats en termes de recherche scientifique, ils sont contrôlés par des entreprises. Et on voit qu'il y a une grande spéculation en termes de recherche de médicaments, des grands enjeux géopolitiques même qu'on voit clairement aujourd'hui dans ces efforts de trouver un vaccin pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Donc, d'où l'intérêt de cet axe de recherche scientifique avec ce point, j'aimerais terminer. Donnons plus, je parle du cas du Maroc toujours, donnons plus de temps, donnons plus de moyens, donnons plus d'intérêt, donnons plus de valorisation et de reconnaissance aux chercheurs nationaux et à la recherche scientifique d'une manière générale, parce que c'est là où on pourrait être indépendant, parce qu'on a vu qu'on est dépendant du monde. Maintenant, on est dépendant de quelques laboratoires qui sont en train de chercher des solutions, etc. etc. Et c'est un point qui me préoccupe. Et si on fait ça, avec la santé, bien sûr, l'enseignement, on va aller vraiment très, très loin. Et ça va conditionner la réussite de toute autre politique qu'on peut envisager pour vraiment ce nouveau modèle dont on parle. Et j'espère que la Commission, et ça, je sais pas s'il y a des gens avec nous, et cette conférence est enregistrée ou pas, mais j'espère que la Commission qui est chargée de nouveaux modèles de développement écoute
il y a une intervention qui a été faite dans ce sens, écoute, le plus de gens impactés, le plus d'acteurs. Et je ne pense pas qu'il n'est pas obligé de sortir le modèle le mois de juin, maintenant, avec ce qui s'est passé, avec les leçons et les enseignements qu'on vient de tirer de cette crise. Il peut prendre son temps, et je pense parce qu'il y a des éléments nouveaux à intégrer dans ce nouveau modèle qu'on veut pour notre pays. Je vous remercie. Je termine par vous remercier. Je remercie mes collègues conférenciers, le public, les collègues du public, et je remercie tout particulièrement nos jeunes collègues, Madame Abir et Monsieur Azdoud, pour cette très belle initiative. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Harib. C'est un plaisir de vous accueillir. Bon, au nom du comité d'organisation, je réitère tous mes remerciements les plus sincères à tous les conférenciers, à tous les intervenants qui ont participé au débat et à la réussite de cette visioconférence. Pour sa part, je pense que Madame Abir aussi souhaite adresser ses remerciements. Bien sûr, je ne vais pas rater l'occasion quand même. Bon, je remercie énormément nos experts, nos participants, nos intervenants pour votre présence d'abord, pour le débat qui était très riche, avec des idées très pertinentes. Nous espérons que cet échange va contribuer à la conception et à la bonne action du territoire. Et je remercie également toute l'équipe et tout le comité d'organisation. Peut-être qu'il y a des noms qu'on ne les cite pas, mais j'aimerais bien donner quelques noms qui m'ont aidé vraiment côté technique. Monsieur Abdelmoula, c'est Hamza, Monsieur Cher qui est toujours là, etc. Je ne vais pas tout citer, ce n'est pas possible. Et je vous donne toujours rendez-vous à notre prochain webinaire avec Monsieur Azdoud, bien sûr. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à Monsieur Sabri, qui est le coordinateur de la filière Sciences, Économie, Gestion. Il est également le directeur de l'ENCG Beni Mellal. À vous la parole, Monsieur Sabri. Monsieur Sabri. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Très ravi de vous avoir écouté avec beaucoup de patience et aussi d'intérêt, puisque vous avez traité un sujet mais vraiment d'actualité. Je suis aussi très content de me retrouver avec Madame Harib, donc que j'ai rencontré et qu'on se rencontre à plusieurs reprises dans le cadre de notre réseau ENCG. Merci à M. Gattel pour ces informations qui sont quand même pertinentes aussi les rapports en termes de recherche. Il est sur plusieurs ouvrages. Merci à Anne Kawen aussi pour la qualité des interventions dans le cadre de sa mission. Et Sirima Dahjli, que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer à des occasions diverses. Effectivement, il y a toute une série d'interventions et de conférences et de webinaires qui sont organisés. Et un grand merci à toutes les personnes qui prennent l'initiative. Donc pour cette fameuse conférence, Madame Abir Asma et c'est Azdoud au niveau de notre université Sultan Moulay Slimane, épaulé bien évidemment par le staff technique, Moula, Bouskir, et j'en passe, toute l'équipe qui œuvre pour que cette conférence se déroule dans de bonnes conditions. Bon, rapidement, les prochains événements que nous allons avoir, déjà le mercredi demain, le 13 mai, on va avoir une conférence sur comment gérer son stress en situation de confinement, qui va être assurée par un coach pour les étudiants de l'université Sultan Moulay Slimane. Et puis après, toujours dans le même jour, le mercredi, le 13 mai, on aura une autre conférence sur les principes du fonctionnement de la bourse. Et là aussi, c'est un grand merci aux personnes qui coordonnent ces événements-là. Par la suite, le vendredi, le 15 mai, on aura deux interventions en parallèle, à l'instar de demain d'ailleurs. Une première intervention sur de l'éducation à la citoyenneté coordonnée par Madame Raja. Et une autre intervention en liaison avec ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de débattre par rapport à tout ce qui est continuité, volet social, tout ce qui est agriculture, etc. Donc c'est le Covid-19 et l'impact de l'industrie
secret agroalimentaire sur la sécurité alimentaire. Donc, vous voyez que ça va vraiment au vif du sujet. Par la suite, nous avons le samedi 16 mai une autre conférence sur quelle politique fiscale pour atténuer l'impact économique et social du Covid-19 parce que, comme vous l'avez cité, il y a des impacts, il y a un impact négatif malheureusement sur l'économie, mais c'est un choix, comme disait Madame la directrice tout à l'heure, c'est un choix du pays. On privilégie l'humain à l'économique. Et donc, du coup, Monsieur Malahine, vous pouvez passer les autres diapos qui contiennent les autres événements. Après, on a un autre événement qui aura lieu aussi la semaine prochaine. C'est les journées entrepreneuriales que nous avons l'habitude d'organiser chaque année. Et cette fois-ci, en 2020, c'est un événement qui est co-organisé entre l'ENCG de Vlimnan et la faculté polydisciplinaire, et on peut rajouter la faculté d'économie et de gestion, puisque maintenant, on a aussi la naissance de ce nouvel établissement. Et ça va porter sur l'entrepreneuriat digital et son rôle dans le développement économique inclusif. Et nous allons le verser en fait dans ce contexte de la pandémie pour voir mener une réflexion déjà sur ce que ça a apporté le digital en ces moments de crise. Et vous voyez d'ailleurs le résultat ne serait-ce que dans le côté de l'enseignement supérieur, tout le travail qui a été fait par les établissements, par les universités, par les enseignants et par nos chers conférenciers pour rapprocher le monde et rapprocher les compétences et partager les expériences des uns et des autres. Donc nous allons le verser dans ce contexte-là et nous allons voir quelles sont les nouvelles formes d'entrepreneuriat, puisqu'on parle maintenant d'entrepreneuriat tourné vers l'être humain, tourné vers le social, vers le solidaire, et donc comment on va remplacer cette nouvelle forme à la place de cet entrepreneuriat qui cherche le profit à outrance et qui privilégie le chiffre d'affaires, qui privilégie le bénéfice avant l'être humain. Donc voilà, mes chers conférenciers, merci beaucoup pour vos interventions pertinentes et vos réactions aussi avec le public. Merci aussi à toutes les personnes qui ont résisté depuis quand même 16h et 15h et qui ont assisté à ces différentes interventions. Donc rendez-vous pour les prochaines interventions et les prochaines conférences à partir de demain. Soyez nombreux et je vous souhaite bon appétit pour nos chers amis musulmans et Monsieur Gattel, bon dîner, je ne sais pas. Donc si bonne soirée. Voilà, bonne soirée, c'est le plus simple. Voilà, donc un grand merci à tout le monde et rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, Madame, je vous repasse la parole, Madame Adil Asma. Très bien. Bravo à tout le monde. Et à Younes, merci beaucoup pour l'intervention. Madame Arif, et voilà. Merci beaucoup. Bravo Asdod. Merci Monsieur Sabré. Félicitations à nos chers conférenciers. Bravo. Merci beaucoup Jean Gattel. Oui, plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir votre intervention et votre participation à l'événement. Mais je reviendrai. Ah oui, Dinar, hein? Oui. Dans les projets futurs ensemble. D'accord. Merci Monsieur Gattel pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous et merci. À bientôt. À bientôt. Au Faites revoir. attention Au à vous. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.